Je suis une femme de 27 ans assise ici, pensant à ma vie, et je réalise que je n'ai jamais vraiment parlé de l'influence profonde que mon enfance a eue sur moi. Alors, allons-y. J'ai grandi dans une famille de la classe moyenne inférieure dans le Midwest. On pourrait penser que cela signifierait que nous étions assez normaux, mais en matière de favoritisme, ma famille rendait douloureusement évident qui était la star du spectacle, et ce n'était pas moi. Ma sœur, Béatrice, une femme de 30 ans, était l'enfant doré. Elle était blonde, confiante et la prunelle des yeux de tout le monde. Je ne dis pas qu'elle ne méritait pas une partie de l'attention. Elle avait du talent à sa manière. Mais la façon dont mes parents la traitaient par rapport à moi, c'était comme le jour et la nuit. Je ne me souviens même pas d'une époque où je n'avais pas l'impression d'être le plan B. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Quand Béatrice a décidé qu'elle voulait prendre des cours de danse classique, mes parents l'ont inscrite au meilleur studio de danse de la ville. Il assistait à ses répétitions, lui achetait tout l'équipement élégant, et l'emmenait manger une glace après chaque récital. Moi, je voulais m'inscrire à un cours d'art quand j'avais 10 ans. J'étais passionné par le dessin et j'ai supplié ma mère de m'inscrire à un programme local. Elle m'a dit, peut-être l'année prochaine, chérie. Nous sommes un peu à l'étroit en ce moment. L'année suivante est venue et est repartie, et devinez quoi? Pas de cours d'art. Au lieu de cela, Béatrice a eu des leçons de piano. Ensuite, il y a eu toute l'histoire des anniversaires. Pour son 16e anniversaire, mes parents lui ont offert une voiture. Pas neuve ou quoi que ce soit. C'était une berline d'occasion, mais quand même une foutue voiture. Quand j'ai eu 16 ans, je n'ai même pas pris la peine de demander quelque chose de pareil. Ce que j'ai eu, c'était un petit gâteau du supermarché et une carte qui disait « Nous sommes si fiers de toi, Éléonore ». Fier de quoi? D'avoir survécu une année de plus en tant qu'enfant invisible de la famille. La remise des diplômes, c'était la même histoire. Quand Béatrice a obtenu son diplôme du lycée, mes parents ont organisé une grande fête. Ils ont loué une salle de réception, invité la moitié de la ville, et en ont fait tout un plat. Quand ce fut mon tour, nous avons fait un petit barbecue dans le jardin, et cela ressemblait plus à un événement du genre, faisons en sorte que ça passe vite. Mon père a même dit, eh bien, nous avons déjà fait la grande fête pour Béatrice, donc celle-ci est juste plus discrète. Ce qui m'a le plus blessé, c'est la façon dont ils ont géré l'université. J'ai travaillé d'arrache-pied au lycée. J'avais d'excellentes notes, je faisais du bénévolat et j'ai été accepté dans l'un des meilleurs programmes de chimie des parfums. C'était mon rêve de créer des parfums personnalisés. Quand j'ai annoncé la bonne nouvelle à mes parents, ils ont semblé peu impressionnés. Ma mère m'a dit, c'est super, mais nous ne pouvons pas beaucoup aider avec les frais de scolarité. Les paiements du MBA de Béatrice coûtent encore beaucoup. Béatrice était retournée vivre à la maison après l'université parce qu'elle n'avait pas décroché le travail de ses rêves tout de suite. Mes parents se sont démenés pour la mettre à l'aise. Ils ont transformé la chambre d'amis en son espace temporaire, aussi connu sous le nom de son deuxième appartement, l'ont aidé avec ses factures, et lui ont même payé un camp d'entraînement en codage. Pendant ce temps, je travaillais à 2 emplois à temps partiel pour payer mes études et mon loyer. Aucune aide, aucune faveur, juste moi qui me démène pendant qu'ils agissaient comme les pom-pom girls personnels de Béatrice. Quand je rentrais à la maison pour leur rendre visite de temps en temps, de petites choses montraient à quel point ils la favorisaient. Béatrice mentionnait souvent qu'elle avait besoin de nouveaux vêtements pour un entretien d'embauche, et ma mère l'emmenait faire du lèche-vitrine. J'économisais pour acheter une seule paire de jeans. Et ma mère disait, « Oh, n'as-tu pas acheté de vêtements le mois dernier ?» Ou si j'avais besoin d'un passage quelque part pendant que j'étais en ville, ils agissaient comme si je demandais la lune. Mais quand Béatrice voulait emprunter la voiture, aucune hésitation. Il y avait aussi cette étrange habitude qu'avaient mes parents de balayer mes réussites. Quand j'ai obtenu un stage dans une parfumerie locale, j'étais si excité de leur annoncer. J'ai appelé pendant le dîner et la première réaction de ma mère a été « C'est bien. As-tu entendu que Béatrice a un deuxième entretien pour ce poste en marketing ?» Genre, cool, mais puis-je avoir 5 secondes pour parler de ma vie? Je me souviens d'un Noël qui a vraiment cimenté à quel point j'étais un détail en trop. Mes parents se surpassaient toujours avec les cadeaux pour Béatrice. Sac de créateur, gadget, vous voyez le genre. Cette année-là, elle a eu cette nouvelle montre chère et un sac en cuir personnalisé pour le travail. J'ai eu des chaussettes et une carte cadeau Target de 25 $. Et le pire,
c'est qu'ils agissaient comme si c'était égal. Ma mère a littéralement dit, nous avons dépensé le même montant pour vous deux. Bien sûr, maman. Le favoritisme n'était pas seulement ennuyeux. Cela a affecté mon estime de moi. J'avais constamment l'impression de ne pas être assez bien. Comme si peu importe ce que je faisais, Béatrice serait toujours celle dont il se souciait le plus. Et le truc, c'est que Béatrice ne semblait pas le remarquer ou s'en soucier. Elle se délectait de l'attention, et moi, j'existais simplement. Ce n'est que plus tard que j'ai réalisé à quel point cette dynamique m'avait façonné. J'ai travaillé plus dur que ce qui était probablement nécessaire parce que j'avais le sentiment d'avoir quelque chose à prouver. Je voulais être vue, comptée. Mais en même temps, j'ai appris à être indépendante parce que je ne pouvais compter sur personne d'autre, même pas ma propre famille. Je ne pense pas que mes parents essayaient d'être cruels. Je pense qu'ils croyaient sincèrement que Béatrice avait besoin de plus d'attention parce qu'elle était plus, je ne sais pas, plus extravertie, plus ambitieuse, plus leur idée du succès. Mais cela ne rend pas cela juste. Je partage cela maintenant parce que je sais que je ne suis pas la seule à avoir grandi en me sentant comme le second choix. Et si vous êtes passé par là, sachez que vous n'êtes pas fou de l'avoir remarqué, et vous n'êtes pas seul. Quoi qu'il en soit, pendant ma dernière année d'études, je jonglais avec 1 million de choses, les cours, 2 emplois à temps partiel et un stage. L'un de mes emplois était dans une boutique de parfums de luxe dans le centre-ville. Ce n'était pas glamour, mais j'adorais ça. Je passais mes journées entouré de beaux parfums, expérimentant des senteurs quand je le pouvais, et aidant les clients à trouver leur parfum signature. Pour moi, ce n'était pas juste un travail. Cela ressemblait à un petit pas vers mon rêve. C'est là que j'ai rencontré Adrien. Il est entré dans la boutique un après-midi à la recherche d'un parfum sur mesure pour un client. Il était grand, soigné, et avait cette confiance décontractée. Au début, j'ai pensé qu'il n'était qu'un autre homme riche qui voulait quelque chose de cher pour impressionner quelqu'un. Mais il m'a surprise. Il semblait réellement intéressé par le processus, posant des questions sur les ingrédients, la façon dont les senteurs étaient superposées, et ce qui inspirait mes créations. Nous avons passé près d'1 heure à travailler sur le mélange parfait, et au moment où il est parti, j'étais impressionné par son côté terre à accent grave terre. Il n'était pas tape à accent grave l'œil à propos de son succès, même s'il était évident qu'il avait de l'argent. Il est revenu 1 semaine plus tard pour récupérer le produit final, et au lieu de simplement dire merci et de partir, il est resté discuter. Avec le temps, Adrien est devenu un habitué de la boutique. Il passait pour parler affaires, créativité, ou de la vie en général. J'ai appris qu'il dirigeait une start-up qui avait récemment fait fortune, mais il ne s'en vantait jamais. Il était plus intéressé à entendre parler de mes études et de mes objectifs. Personne ne s'était jamais intéressé de manière aussi sincère à moi auparavant. Pas ma famille, personne. Finalement, il m'a demandé de sortir avec lui. Je me souviens d'avoir été si nerveuse parce que je ne savais pas si j'étais prête pour quelque chose de sérieux. J'avais tellement de choses à gérer, et l'idée de sortir avec quelqu'un comme Adrien me semblait intimidante. Mais il me mettait à l'aise. Il se fichait que je sois encore étudiante et que je travaille à 2 emplois. Il admirait mon dynamisme et ma passion, et il me faisait me sentir vue d'une manière que je n'avais jamais ressentie auparavant. Notre relation a évolué rapidement, mais cela semblait naturel. Adrien était soutenant d'une manière à laquelle je n'étais pas habitué. Quand j'avais des devoirs tardifs, il m'envoyait des plats à emporter pour que je n'oublie pas de manger. Quand j'étais stressé par les examens, il me rappelait de faire des pauses et de respirer. Il n'était pas seulement mon petit ami, il est devenu mon plus grand soutien. Quand Adrien m'a fait ma demande en mariage 1 an après nos débuts, j'ai été stupéfaite. Je savais que nous étions dans une bonne phase, mais je ne m'y attendais pas si tôt. Il avait prévu toute une soirée élaborée, un dîner dans un restaurant sur le toit, musique douce, bougies, tout le tralala. Quand il a sorti la bague, je n'ai même pas hésité. J'ai dit oui parce que je me sentais enfin être le premier choix de quelqu'un. Bien sûr, quand je l'ai dit à mes parents, leur réaction était prévisible. Ma mère a à peine reconnu les fiançailles avant de dire « Waouh, Adrien doit bien gagner sa vie. J'espère qu'il prend bien soin de toi. » La réponse de mon père était similaire. Eh bien, au moins, tu n'auras plus à t'inquiéter pour l'argent. Ils n'ont pas posé de questions sur la demande, les préparatifs du mariage, ou même sur ce que je ressentais. Tout tournait autour d'Adrien et de ce qu'il pouvait offrir.
Lors de notre dîner de fiançailles, ma mère s'est penchée et a murmuré, « Tu sais, Adrien doit avoir des amis. Béatrice pourrait avoir besoin de quelqu'un comme lui. » J'ai essayé de balayer cela comme un commentaire isolé, mais ce n'était pas le cas. Chaque fois que je parlais à ma mère après cela, elle trouvait un moyen de le mentionner. « As-tu parlé à Adrien de présenter Béatrice à quelqu'un ? Ou, tu sais, Béatrice a été tellement malchanceuse en amour. Peut-être qu'Adrien pourrait t'aider. » C'était comme si elle ne pouvait pas supporter l'idée que j'ai quelque chose que Béatrice n'avait pas. Les préparatifs du mariage ont été un cauchemar. Ma mère semblait plus excitée par ce que la famille d'Adrien contribuait que par le mariage lui-même. Elle disait des choses comme « Eh bien, au moins, ils paient pour le lieu. C'est gentil de leur part. » Comme si ce n'était pas mon mariage aussi. Le jour du mariage lui-même était magnifique. Mais bien sûr, Béatrice n'a pas pu simplement me laisser avoir mon moment. Elle est arrivée dans une robe trop voyante qui ressemblait plus à ce qu'on porterait pour un bal de promo qu'au mariage de sa sœur. Elle a passé la moitié de la nuit à réseauter avec les amis et les collègues d'Adrien, comme si elle essayait de passer une audition pour un rôle dans sa vie. Et les commentaires, oh mon Dieu, les commentaires. Elle a fait des blagues bruyantes sur la chance que j'avais de trouver quelqu'un comme Adrien, disant des choses comme « Waouh, Éléonore a vraiment touché le gros lot, n'est-ce pas ? » Ou « Adrien doit avoir un faible pour les femmes travailleuses. » Je pouvais sentir les compliments ambigus dégoulinés de jalousie. Je n'étais plus l'ombre, et Béatrice ne pouvait pas le supporter. Je l'ai vu dans la façon dont elle agissait autour d'Adrien, trop amicale, riant toujours de ses blagues comme si elles étaient la chose la plus drôle au monde. À un moment donné pendant la réception, je l'ai surprise en train de l'accoster près du bar, et cela m'a retourné l'estomac. Quand je lui ai demandé plus tard de quoi ils avaient parlé, elle a haussé les épaules et a dit « Oh, de rien. Juste le remercier d'être si gentil avec toi. » La lune de miel de mon mariage était tout ce dont j'avais rêvé. Mais le comportement de ma famille persistait en arrière-plan de mon esprit. Ma mère continuait à me pousser à impliquer Béatrice dans le cercle social d'Adrien. Comme si c'était ma responsabilité de lui trouver aussi un mari riche. Au début, j'ai pensé que j'imaginais les choses, que j'étais peut-être trop sensible ou insécure. Mais ensuite, j'ai commencé à remarquer comment Béatrice me traitait différemment. Elle a arrêté de prétendre être compréhensive et a commencé à faire des pics subtils sur ma relation. Si Adrien publiait quelque chose de gentil sur moi en ligne, elle laissait un commentaire sarcastique comme « Je suppose qu'on sait qui est le préféré maintenant. » Au lieu de célébrer avec moi, ma famille agissait comme si je leur devais quelque chose pour mon succès. J'aurais dû faire confiance à mon instinct. J'aurais dû voir les signes avant-coureurs. Mais à l'époque, j'essayais juste de profiter de ce nouveau chapitre de ma vie, même si cela signifiait ignorer les fissures qui se formaient sous la surface. Environ un mois après notre mariage, Béatrice a commencé à se présenter sans prévenir. Et quand je dis se présenter, je ne veux pas dire passer pour un petit bonjour rapide. Je veux dire entrer chez moi comme si c'était le sien. Elle arrivait en milieu d'après-midi, toujours trop habillée sans raison apparente. Talons, sac de créateur, maquillage complet. Ce n'était pas comme si nous vivions dans un quartier chic. Notre maison de ville était dans une zone suburbaine calme, et la plupart de nos voisins étaient du genre jogging et chignon négligé. Au début, j'ai essayé de l'ignorer. Peut-être qu'elle veut juste passer plus de temps avec moi, ai-je pensé. Mais non, elle ne venait pas pour moi. Elle passait la plupart de son temps à graviter autour d'Adrien. Elle s'attardait dans la cuisine pendant qu'il cuisinait. Il adorait faire des pâtes maison, son truc, riant de ses blagues comme si elle passait une audition pour une comédie romantique. Cela me rendait si mal à l'aise. Je me souviens d'un jour où je pliais du linge dans le salon quand j'ai entendu leur voix dans la cuisine. Adrien expliquait comment il faisait sa sauce bolognaise et Béatrice riait si fort qu'on aurait dit qu'il était un humoriste de stand-up. Ce n'était pas juste un petit rire poli. C'était ce genre de rire, celui qui vous tord l'estomac parce que vous savez que ce n'est pas à propos de la blague. J'ai dit à Adrien ce que je ressentais. J'ai même essayé de le faire paraître décontracté. J'ai dit quelque chose comme « Eh, j'aime que Béatrice nous rende visite, mais c'est peut-être un peu trop. » Il a juste haussé les épaules et a dit « C'est ta sœur. Elle est probablement juste seule. » Seule ? Béatrice n'était pas seule. Elle s'ennuyait. Il y a une différence. Les choses se sont aggravées lorsqu'elle a commencé à venir encore plus souvent. Une fois,
je suis rentré du travail pour la trouver assise sur notre canapé avec Adrien, mangeant des plats à emporter de notre endroit préféré, comme s'ils avaient une petite soirée en amoureux. Quand j'ai demandé ce qu'elle faisait là, elle a souri et a dit « Oh, j'étais dans le coin et j'ai pensé que je ferais compagnie à Adrien puisque tu travaillais tard. » C'est là que j'ai commencé à remarquer d'autres choses. Béatrice avait ce don pour trouver des raisons de toucher Adrien, lui ajustant sa cravate, brossant une peluche de son épaule, se penchant un peu trop près quand elle lui parlait. Adrien ne semblait pas le remarquer, ou du moins il faisait semblant de ne pas le faire. Un soir, tout s'est écroulé. Je venais de rentrer d'un long service à la boutique. J'ai marché dans la maison et je les ai entendus dans la cuisine. Béatrice riait encore, ce même rire. Je me suis tenu là, dans le couloir, figé, à écouter. J'ai finalement pris mon courage à deux mains pour entrer, et ils étaient là. Béatrice était perchée sur l'un des tabourets de bar, penchée en avant tandis qu'Adrien se tenait en face d'elle avec ce sourire niais sur le visage. Je ne me souviens même plus de ce dont il parlait. Tout ce dont je me souviens, c'est de la façon dont mon cœur s'est serré. Plus tard dans la soirée, j'ai confronté Adrien. J'ai dit, « Qu'est-ce qui se passe entre toi et Béatrice ?» Il m'a regardé comme si j'étais folle. « Qu'est-ce que tu veux dire, elle est ta sœur ?» Exactement, ai-je dit, alors pourquoi ai-je l'impression qu'elle est là pour toi et pas pour moi? Il a tout nié. A dit que je réfléchissais trop. A dit que Béatrice était juste amicale et que j'avais besoin de me détendre, mais je ne pouvais pas me défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas. Le coup de grâce est arrivé quelques semaines plus tard. Adrien a commencé à rentrer tard. Il avait toujours une excuse. Dîner de travail, réunion, course. Un soir, il est entré à presque minuit. Il sentait le parfum. Et pas n'importe quel parfum. Quelque chose de floral et de sucré comme du jasmin et de la vanille. Je suis parfumeuse. Je connais chaque senteur de ma collection. Et ce n'était pas la mienne. Je n'ai même pas eu besoin de demander. Il l'a admis avant que je puisse formuler les mots. Éléonore, a-t-il dit, Béatrice et moi sommes amoureux. Amoureux. Ces deux mots m'ont frappé comme un train de marchandises. Ma sœur, mon mari. Je ne pouvais même pas le comprendre. Tout ce à quoi je pouvais penser était comment, quand, pourquoi. Je n'ai pas pleuré, pas tout de suite. Je suis resté là à le fixer pendant qu'il marmonnait quelque chose sur le fait que ces choses arrivent et qu'il n'avait pas voulu que cela arrive. J'avais l'impression de regarder ma vie se défaire en temps réel. Le lendemain, j'ai appelé mes parents. J'étais désespéré. J'avais besoin d'un endroit où rester pendant que je trouvais quoi faire. Ma mère a répondu au téléphone et je lui ai tout expliqué. Je lui ai dit que j'avais besoin de rentrer juste pour un petit moment. Elle a hésité. Oh, chérie, j'adorerais t'aider, mais la maison est en rénovation en ce moment. C'est tellement en désordre. Rénovation? Il vivait dans cette maison depuis 20 ans et n'avait jamais rien rénové. J'ai donc appelé mon père. Il m'a donné la même réplique. Ce n'est juste pas le bon moment, ma chérie. Tu sais comment c'est. J'ai raccroché et je me suis assise là, fixant le mur. Mes parents n'avaient jamais été là pour moi. Pas vraiment. Mais ça, c'était un nouveau point bas. Je ne faisais pas que faire face à une trahison de la part d'Adrien et de Béatrice. J'étais abandonné par toute ma famille. J'ai passé cette nuit dans la chambre d'amis, faisant défiler les annonces d'appartements que je ne pouvais pas me permettre et me demandant comment j'en étais arrivé là. Je me sentais complètement seul. Il a fallu des semaines de suranalyse, de rejouer chaque conversation, chaque interaction dans ma tête pour que je comprenne enfin. Mes parents étaient au courant de la liaison de Béatrice et d'Adrien depuis le début. Ils n'étaient pas seulement passivement inconscients. Ils l'avaient activement soutenu. Au début, je ne voulais pas le croire. Qui le voudrait? Mais les signes étaient tous là, criant de vérité maintenant que je regardais en arrière. Mes parents qui évitaient mes appels quand je les suppliais pour avoir un endroit où rester. Les excuses vagues de ma mère concernant la rénovation. Le ton maladroit de mon père comme s'il essayait d'éviter de trop en dire. Il ne me protégeait pas. Il la protégeait. Béatrice, leur enfant doré, ne pouvait rien faire de mal à leurs yeux. Même quand elle poignardait sa propre sœur dans le dos, il donnait toujours la priorité à son confort plutôt qu'à ma douleur.
Ils ne voulaient pas que j'emménage parce que ce serait trop gênant pour eux. Ils ne voulaient pas faire face aux conséquences de leur favoritisme flagrant. J'ai demandé le divorce et la procédure a été rapide car Adrien m'avait déjà fait signer un contrat de mariage avant le mariage. Il s'est donc assuré que je sorte de ce mariage sans rien. Après que tout se soit effondré, j'étais désespéré de trouver un quelconque soutien. J'ai donc contacté ses parents. Je ne l'ai pas fait pour étaler notre linge sale. Je voulais juste leur faire savoir ce qui s'était passé et peut-être trouver un peu de clarté. Sa mère a été étonnamment gentille avec moi, admettant même qu'elle avait eu des doutes sur Béatrice depuis le début. Mais apparemment, Adrien ne voyait pas les choses ainsi. Il a découvert que j'avais contacté sa famille et m'a accusé d'essayer de les retourner contre lui. Il a prétendu que je créais des drames et que je ruinais ma réputation, ce qui est ironique compte tenu du désordre qu'il avait créé. Comme si cela ne suffisait pas, Adrien est allé plus loin. Il ne lui suffisait pas d'avoir détruit ma confiance, mon mariage et ma famille. Il a décidé de ruiner aussi ma carrière. Je l'ai découvert quand je me suis présenté au travail à la boutique un matin, pour être convoqué dans le bureau du gérant. Mon patron, qui avait toujours été compréhensif, ne pouvait soudainement plus me regarder dans les yeux. Elle m'a tendu mon dernier chèque de paie et a marmonné quelque chose sur la restructuration et le fait que les choses ne fonctionnaient pas. Cela n'avait de sens que lorsqu'un collègue a laissé échapper plus tard. Adrien avait parlé au propriétaire, affirmant que je créais des drames qui nuisaient aux affaires. J'étais furieuse. Je voulais faire irruption dans son bureau, lui hurler dessus, exiger des réponses, mais je ne l'ai pas fait. À quoi bon? Il n'en valait pas la peine. Pendant des jours, je me suis assise dans mon nouvel appartement minuscule, fixant les murs, me demandant ce que j'allais faire. Le loyer était dû bientôt, et sans travail, je n'avais aucune idée de comment j'allais le payer. J'avais l'impression que l'univers m'avait arraché tout ce pour quoi j'avais travaillé. Mais une nuit, quelque chose s'est déclenché. Je faisais défiler Instagram, regardant des photos de personnes que je ne connaissais même pas, vivant des vies que je ne pouvais pas me permettre, quand je suis tombé sur une publication concernant les petites entreprises. C'était une femme qui avait lancé sa propre entreprise de fabrication de bougies depuis sa cuisine. Elle parlait de la façon dont elle avait transformé sa passion en carrière et construit quelque chose à partir de zéro. Je suis resté assise là, tenant mon téléphone, et j'ai pensé, pourquoi pas moi? J'avais toujours rêvé de lancer ma propre ligne de parfum, mais j'avais continué à la repousser parce que je ne pensais pas être prête. Eh bien, s'il y avait un moment pour prendre un risque, c'était maintenant. Je n'avais plus rien à perdre. J'ai contracté un petit prêt, juste assez pour couvrir les bases, et j'ai utilisé les maigres économies qu'il me restait. Mon appartement est devenu mon espace de travail. La nouvelle a commencé à se répandre. Un jour, une petite blogueuse beauté avec un public décent a publié une critique, s'extasiant sur l'unicité de mes senteurs. Du jour au lendemain, mon Instagram a explosé. La deuxième année a été un tournant. J'ai commencé à recevoir des demandes de boutiques qui voulaient vendre mes parfums. J'ai loué un studio en ville, loin de travailler à ma table de salle à manger. Ce n'était pas grand-chose, juste une pièce avec assez d'espace pour mes fournitures et un petit coin pour rencontrer des clients. J'ai même embauché une assistante pour m'aider avec la charge de travail croissante. À la fin de cette deuxième année, j'étais rentable, pas seulement en me débrouillant, mais en gagnant assez pour vivre confortablement et planifier l'avenir. Mes parfums étaient mentionnés dans de petits magazines et blogs, et des clients de tout le pays passaient des commandes. Cette entreprise n'était pas seulement un moyen de payer les factures. C'était ma façon de reprendre le contrôle de ma vie. Chaque flacon de parfum que je créais ressemblait à une petite victoire, un rappel que j'étais capable de construire quelque chose de beau à partir des cendres de tout ce que j'avais perdu. Puis, tout à coup, un de ces après-midi pluvieux et misérables où vous voulez juste vous recroqueviller avec une tasse de café et ne voir personne, j'étais dans mon studio en train de préparer une commande pour une petite boutique à Seattle quand j'ai entendu la sonnette de la porte. Au début, j'ai pensé que c'était Mia, mon assistante, revenant du Starbucks voisin ou peut-être un client qui entrait pour regarder. Mais non, c'était elle, Béatrice, et elle avait un bébé dans les bras. J'étais figé. Elle avait l'air horrible. Je veux dire, nous parlons d'un chignon négligé, de cernes imbibées à travers son manteau, et d'un bébé emmailloté dans un pyjama qui avait connu des jours meilleurs. Pendant une seconde, j'ai pensé que j'hallucinais parce que pourquoi au monde serait-elle là? Mais non, c'était réel. Éléonore, a-t-elle dit,
la voix tremblante. Je ne savais où aller d'autre. Je suis resté là à la fixer. Cela faisait 2 ans, 2 années entières depuis la dernière fois que je l'avais vue. La dernière fois, c'était lors d'une sorte de rassemblement familial où elle et Adrien parcouraient la salle comme le roi et la reine de tout. Maintenant, elle avait l'air que la vie l'avait mise à terre de quelques centaines de crans. « Que veux-tu, Béatrice ?» ai-je demandé, essayant de garder ma voix calme. Elle a bougé le bébé dans ses bras et m'a lancé ce regard pitoyable. « J'ai besoin d'aide », a-t-elle finalement dit. Adrien est parti. Je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. Je le jure. J'ai failli rire. Adrien l'a quitté. Waouh, choquant. Qui aurait pu le prédire? Littéralement tout le monde sauf elle. Adrien t'a quitté, ai-je dit, haussant un sourcil. Nom d'un chien, je me demande pourquoi. Elle a grincé des dents, mais n'a pas argumenté. Éléonore, s'il te plaît. Je sais que j'ai fait des erreurs. Je sais que je t'ai fait du mal, mais je suis désespéré. Je n'ai nulle part où aller. Et puis elle l'a dit. C'est ton neveu, a-t-elle ajouté, faisant signe au bébé. Tu ne veux pas le rencontrer? Mon neveu, n'est-ce pas? J'ai jeté un coup d'œil au bébé. Il avait l'air assez innocent. Mais puis j'ai regardé Béatrice, la même sœur qui avait fait exploser ma vie sans réfléchir, et toute sympathie que j'aurais pu ressentir a disparu. Pourquoi n'appelles-tu pas Adrien, ai-je demandé. N'est-ce pas son enfant? Son visage est devenu rouge, et elle a commencé à bégayer. Eh bien, non, il n'est pas son enfant. Bien sûr que non. Tout a déferlé après cela. Apparemment, après que Béatrice ait gagné Adrien, elle a réalisé qu'il n'était pas exactement le mari de rêve qu'elle avait imaginé. Bien sûr, il avait de l'argent, mais il était aussi contrôlant et un peu un idiot. Choquant. Alors, naturellement, elle a commencé à le tromper. Elle a continué à vider son compte en banque pour financer son style de vie, sac de luxe, voyage, tout ça. Mais quand Adrien a découvert qu'elle le trompait, il l'a coupé complètement. Depuis, elle essayait de maintenir les apparences, achetant des vêtements de créateur, et publiant de vieilles photos de vacances pour faire croire que sa vie était toujours parfaite. Mais on ne peut faire semblant que jusqu'à un certain point. Et quand elle est venue me voir ce jour-là, elle s'effondrait complètement. Éléonore, s'il te plaît, a-t-elle supplié, les larmes coulant sur son visage. Je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais je te supplie. Je n'ai pas d'argent, pas de maison, rien. Je ne peux pas faire ça toute seule. Je l'ai juste fixé. Une partie de moi voulait crier, tu plaisantes? La même sœur qui a pris mon mari, ruiné mon mariage, et agi comme si je n'étais rien se tenait maintenant dans mon studio en me suppliant de l'aider. Tu as du culot, ai-je dit finalement. Tu ne te souciais pas de moi ou de ma vie quand tu étais en train de la faire exploser. Mais maintenant, tu veux que je te tire d'affaire? Elle a commencé à sangloter plus fort. Et honnêtement, je n'étais pas ému. Ce n'était pas nouveau. Béatrice avait toujours été douée pour faire couler les larmes pour obtenir ce qu'elle voulait. Je n'ai nulle part où aller, a-t-elle répété. Ce n'est pas mon problème, ai-je répondu. Tu as fait tes choix, Béatrice. Maintenant, vis avec ou va voir tes charmants parents. Reste simplement loin de ma vie. Tous autant que vous êtes. Je suis allé à la porte, je l'ai ouverte, et je lui ai fait signe de partir. Elle a hésité, debout là comme si elle pensait que j'allais changer d'avis soudainement. Mais quand elle a vu que je ne bougeais pas, elle a serré le bébé plus fort et est sortie sous la pluie sans un mot de plus. Alors que la porte se refermait derrière elle, je suis resté là 1 minute, laissant tout s'installer. Je ne me sentais pas mal. Pas vraiment. Peut-être pour le bébé, oui, mais pas pour elle. Je suis retourné à mon bureau et j'ai essayé de me concentrer sur le travail, mais mon cerveau ne voulait pas s'arrêter. Je n'arrêtais pas de penser au chemin parcouru depuis le désordre qu'elle avait semé dans ma vie. Il y a 2 ans, son arrivée comme ça m'aurait brisé, mais maintenant, je me sentais libre. Je ne dois rien à Béatrice. Elle a fait son lit. Elle peut s'y coucher. J'ai passé trop de temps à essayer de réparer ces bêtises et j'ai fini. J'ai toujours cru au karma. Il n'arrive peut-être pas immédiatement, mais éventuellement, les gens reçoivent ce qui leur est dû. Et laissez-moi vous dire que le karma n'a pas été tendre.
Pas seulement avec Béatrice, mais aussi avec Adrien et même mes parents. L'entreprise d'Adrien a périclité plus vite qu'un enfant sur une luge en janvier. Après qu'il ait quitté Béatrice, elle n'est pas partie tranquillement. Elle l'a traîné partout sur les réseaux sociaux, publiant de longs messages dramatiques sur la façon dont il l'avait maltraité émotionnellement et contrôlé à chaque mouvement. Peu importe que ce soit elle qui le trompait tout en vivant de son argent. Le fait est que les gens parlent et la nouvelle se répand vite dans son secteur. Les investisseurs potentiels se sont retirés, les partenaires commerciaux ont cessé de répondre à ses appels, et sa réputation a chuté. Adrien n'était pas le saint qu'il prétendait être, et les gens ont finalement commencé à le voir. Aux dernières nouvelles, il a vendu son entreprise pour bien moins que ce qu'elle valait, juste pour limiter ses pertes et payer ses dettes. Un jour, Adrien est apparu de nulle part. J'étais dans mon studio en train de tester un nouveau mélange quand il est entré comme si nous étions de vieux amis. Il avait l'air différent, moins soigné, plus fatigué. Il avait cette énergie triste, presque désespérée. Il a commencé par une petite conversation maladroite et puis c'est venu « J'ai fait une erreur, Éléonore. Je n'ai pas réalisé ce que j'avais avant de le perdre. » Il a continué à parler de la façon dont Béatrice avait ruiné sa vie, de la façon dont il regrettait la façon dont les choses étaient avec moi, de la façon dont il espérait que nous pourrions recommencer. Je ne l'ai même pas laissé finir. Je l'ai juste regardé et j'ai dit « Adrien, je me suis construit une toute nouvelle vie et il n'y a pas de place pour toi dedans. » Puis je lui ai dit de partir. L'audace de cet homme. Finalement, Béatrice a dû déménager dans un petit appartement dans un quartier pas très bon de la ville. Elle travaille maintenant dans un centre d'appel, le genre de travail qu'elle avait l'habitude de se moquer des gens pour avoir. Elle passe la plupart de son temps à se plaindre sur les réseaux sociaux de l'injustice de la vie, blâmant tout le monde sauf elle-même pour la façon dont les choses ont tourné. Le pire, c'est qu'elle essaie toujours de se montrer supérieure, publiant des citations passives-agressives comme « Certaines personnes sont tellement chanceuses. » Mais je suppose que tout le monde ne le mérite pas. Et mes parents, oh, ils n'en sont pas sortis indemnes non plus. Quand la vie de Béatrice a commencé à s'effondrer, ils ont fait ce qu'ils font toujours, ils l'ont sortie d'affaires. Ils ont vendu leur maison, un endroit où ils vivaient depuis plus de 20 ans, et ont utilisé l'argent pour couvrir ses dettes. Ils ont déménagé dans un appartement exigu en périphérie de la ville, loin du foyer dont ils étaient autrefois si fiers. J'ai entendu dire qu'ils ont des difficultés financières maintenant. Mon père a dû prendre un travail à temps partiel comme livreur, et ma mère a commencé à faire des retouches de couture depuis leur salon pour joindre les deux bouts. Ils ne m'ont pas appelé une seule fois pour s'excuser ou même pour reconnaître ce qui s'est passé. Au lieu de cela, ils m'envoient ces emails étranges et culpabilisants tous les quelques mois. Des trucs comme « La famille est tout ce que nous avons, Éléonore. Tu devrais nous appeler un de ces jours. » Mais vous savez quoi? Je ne me sens pas mal. Pas pour aucun d'entre eux. Quant à moi, les choses ne pourraient pas aller mieux. Mon entreprise prospère d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. J'ai ouvert ma première boutique physique, un petit magasin confortable à Chicago, et ce fut un succès. Nous avons des clients qui viennent de partout, attirés par notre approche personnalisée pour créer des senteurs. Sur une note personnelle, j'ai aussi tourné la page de la meilleure des manières. Je suis maintenant fiancé à Étienne. Nous prévoyons notre mariage pour le printemps prochain, une petite cérémonie avec des amis proches et quelques membres de la famille. Et par famille, je veux dire celle que l'on choisit, pas celle qui m'a poignardé dans le dos. Nous avons déjà plaisanté sur le fait que la réception sentira incroyablement bon parce que je suis en train de créer un parfum sur mesure pour le jour J. Quoi qu'il en soit, c'est mon histoire. La vie est bien meilleure quand on se débarrasse de la toxicité et qu'on se concentre sur soi-même. Je suis dans une si bonne situation maintenant, et honnêtement, je ne changerai rien. Tout cela m'a mené ici.